J'espère que vous allez bien. Moi et ma collègue aujourd'hui, on va vous présenter le livre S'en sortir quand tout va mal, écrit par Stéphane Desjardins. Voici notre plan. On va commencer par une petite introduction et puis on va vous expliquer comment gérer ses finances en temps de crise. S'en sortir quand tout va mal, écrit par Stéphane Desjardins, offre des perspectives éclairantes pour naviguer avec succès à travers les défis financiers, apportant ainsi des conseils précieux aux lecteurs confrontés à des difficultés monétaires. Alors là, je laisse ma collègue commencer l'explication. Pour s'en sortir, il faut d'abord comprendre que vous n'êtes pas les seuls à avoir des difficultés financières. L'auteur Stéphane Desjardins a vécu des difficultés financières à plusieurs périodes de sa vie. Sa jeunesse, dans les années 1980, où la récession l'a plongé dans un logement précaire, le poussant à recourir à l'aide sociale avec très peu de biens matériels. Et puis, endetté jusqu'au cou. Et savoir que la détresse financière, c'est quand une personne ou un ménage ne peut plus assumer ses responsabilités financières. Ainsi, prendre des décisions difficiles, où de nombreuses personnes contactent les associations coopératives d'économie familiale pour les consultations budgétaires parce que leur situation a changé. Il faut prendre des décisions difficiles pour surmonter ces difficultés financières et Stéphane Desjardins propose un plan en 5 étapes. Identifier le problème, chercher de l'aide, trouver la solution adaptée, passer à l'action et planifier à long terme pour retrouver une stabilité financière et atteindre ses objectifs. Quand ça va mal financièrement, on a tendance à paniquer, mais vous devrez avant tout vous reposer, de prendre un recul, maintenir une sérénité psychologique et maintenir une transparence dans les relations familiales. Mettre la table. Il est important de prendre le contrôle des finances personnelles pour éviter des problèmes financiers. Et il est recommandé de dresser un portrait de ses finances personnelles chaque année pour anticiper d'éventuels problèmes. Pour établir ses priorités en matière de paiement, il faut classer les dettes en fonction de leur urgence, en tenant compte du montant à payer, du type de retard, du taux d'intérêt et des pénalités. La capacité de payer qui dépend à la fois de l'argent disponible après les dépenses essentielles et du confort mental de la personne aussi. Il est suggéré de consulter un conseiller budgétaire peut aider à évaluer sa situation financière et à prendre des décisions éclairées. Enfin, ceux qui se sentent en difficulté financière doivent consulter leur association coopérative d'économie familiale pour obtenir de l'aide. Ainsi, la gestion des cartes de crédit aide la réduction du nombre de cartes, la recherche de cartes adaptées à ses besoins et à la sensibilisation aux frais ou aux taux d'intérêt. Et il est conseillé pour les personnes qui ont des problèmes financiers de rechercher de l'aide. Faire son budget sans douleur. Tous les experts s'accordent à dire qu'un bon budget clarifie la vie. Stéphane Desjardins définit le budget comme moyen du pouvoir, en particulier lors de périodes financières difficiles. Un bon budget doit être simple et précis. Alors, que doit contenir un budget? Premièrement, on a les engagements financiers, comme les dettes, les impôts, le logement et l'alimentation. Deuxièmement, on a les revenus, comme le revenu de travail et le revenu des programmes sociaux. Troisièmement, on a l'actif, comme l'épargne, l'assurance et l'immobilier. Quatrièmement, on a la balance, qui se divise en deux, la liquidité et le patrimoine. Faire un budget permet d'éliminer les dépenses réellement superflues et inutiles. Mais ça sert à rien si on fait un bon budget et on ne le suit pas d'une manière régulière. Et il faut aussi pas oublier l'importance de faire une conciliation et un rapport au premier de chaque mois. Dernier recours. Vivre et survivre. Certaines personnes traversent des crises financières en adoptant une approche de restriction budgétaire sur plusieurs années, négociant avec leurs créanciers et évitant la faillite en payant scrupuleusement. D'autres optent pour une alternative similaire, la proposition de consommateur, obtenant un résultat similaire. Cependant, beaucoup se demandent s'il vaut la peine de sacrifier leur qualité de vie pendant des années pour éviter la honte de la faillite ou de la proposition de consommateur, indépendamment du secteur professionnel. Les avantages méconnus. La proposition de consommateur ou la faillite ne condamne pas à être exclue de crédit. Au contraire, après quelques mois, il est possible d'obtenir des prêts ou une carte de crédit en fournissant éventuellement une garantie comme un CPG du même montant que la limite de la carte. Les prêteurs estiment qu'une faillite incite à la responsabilité financière, rendant le dossier attractif sans dette. De plus, cette démarche reste confidentielle.
connu uniquement des créanciers, sans publication publique. En optant pour cette solution, un conserve une partie de ses biens, tels que les vêtements, bien les meubles, ordinateurs et certains avoirs, comme le régime enregistré d'épargne retraite ou la valeur de rachat des assurances vie, et parfois même le véhicule ou la maison selon le dossier. La proposition de consommateur ou la faillite sont préparées par un syndic de faillite et restent inscrites au dossier de crédit pendant 7 ans. Et puis la proposition de consommateur permet de réduire fortement l'endettement sans perdre les biens saisissables et sans faire faillite. Et une faillite efface la plupart des dettes en échange de biens saisissables et d'un montant d'argent. Prenant quelques mois avant la libération. Elle peut être volontaire, décision personnelle, ou forcée, décision par les créanciers. La condition pour déclarer une faillite est l'incapacité de rembourser les dettes ou une situation d'insolvabilité où la valeur de vos biens est inférieure aux dettes. Un syndic de faillite gère ce processus après 2 rencontres. Une consultation pour évaluer l'opportunité de la faillite et ses conséquences. Puis plusieurs étapes comme le dépôt des formulaires, la remise des biens, et puis l'assemblée des créanciers et le remboursement avant la libération avec une inscription au dossier de crédit. Cependant, certaines dettes persistent après la faillite, ce qui nécessite une réflexion sérieuse avant d'opter pour cette solution. Lors d'une crise, le fait de retirer de l'argent de votre compte d'épargne n'est pas une solution. Par contre, vous vous privez du rendement précieux que vous pourriez réaliser pendant des années. Et puis, le fait d'éviter de payer les dettes d'impôts, c'est jouer avec le feu. Vous devriez savoir que le gouvernement a toujours une main dans votre poche. En plus, mettre à jour votre dossier fiscal est essentiel. Si vous devez de l'argent, le fisc va inévitablement vous retrouver et vous serez obligé de payer de juteuses pénalités et intérêts compris. Faire face à la crise. Stéphane Desjardins souligne l'importance cruciale des assurances au quotidien, surtout en période de crise. Et il insiste sur le maintien des primes fixes pour les assurances de dommages, comme celle pour la voiture ou le logement, indépendamment de la situation financière. Et il est recommandé de conserver l'assurance vie pour couvrir les responsabilités financières telles que l'éducation des enfants ou les engagements financiers. Et il est important de réévaluer ses besoins en assurance lors de changements majeurs dans la vie et consulter leur conseiller en assurance en cas de bouleversement important. Pour la valeur de rachat des contrats d'assurance vie, le principe est simple. L'assurance vie suit l'âge et le taux de mortalité qui augmente selon l'âge, bien sûr. C'est logique. La prime couvre moins de risques lorsque l'assuré est dans sa vingtaine que lorsqu'il approche les 60 ans, par exemple. La différence est mise dans une réserve qui est investie par l'assureur dans le but de réaliser du rendement. Ce montant-ci, c'est la valeur de rachat. Enfin, on est là à la préparation de la sortie du crise. Premièrement, il faut réexaminer les priorités en questionnant et en faisant des interrogations simples et directes sur notre style de vie, comme est-ce que c'est important d'habiter dans une grande maison ou dans un tel quartier? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une deuxième voiture? Donc, il faut profiter de la crise pour réaligner ses priorités de vie et de reprendre le contrôle face à la société de consommation. En fait, pour ceux qui sont en télétravail, n'hésitez pas à demander à votre employeur de vous donner un coup de main financier, puisque statiquement, vous consommez plus chez vous qu'au bureau. Même chose au point de vue fiscal, certains frais liés au télétravail sont déductibles d'impôts. Au cas d'une perte d'emploi, ou même au cas d'une obtention d'une promotion, il faut toujours réaligner vos épargnes en conséquence. Ensuite, réfléchir à la sécurité financière à la retraite est vraiment essentiel. À la retraite, certaines urgences font mal. On perd ses lunettes, le chauffage cesse de fonctionner, et là se pose la réelle question, a-t-on suffisamment d'argent? Et puis, il faut profiter d'une crise pour réfléchir à une façon pour augmenter le revenu. N'importe quelle est la manière serait toujours d'une part utile. Il y a certains qui louent une chambre chez eux et d'autres qui vendent des biens sur Kijiji. Dernièrement, un fonds d'urgence ou même un trésor de guerre sera bénéficial pour payer les vacances ou pendant la rentrée scolaire ou pour l'achat de votre prochaine voiture.
Et comme ça, on arrive à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention.